Bonjour, bienvenue dans le Medcast. Aujourd'hui, on va avoir un nouvel épisode, une nouvelle pathologie, puisque vous l'avez vu, on va travailler sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. En fait, pour être très honnête sur ce chapitre, au départ, je voulais créer une histoire, mais en fait, au final, je me suis rendu compte que c'est un chapitre qui est vraiment pas compliqué, je dirais même il est banal. Et du coup, en fait, j'ai juste fait une simple comparaison parce que ça me paraissait compliqué de faire une bonne histoire mémotechnique alors qu'en soi le chapitre est pas compliqué du tout. Donc on va se baser sur une simple comparaison et cet épisode en fait faut le voir comme une fiche de révision orale si vous voulez. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça change un peu, voilà, on change de format souvent mais l'idée c'est de faire le format le plus adapté à chaque item, à chaque nouvel épisode. Donc on va partir là-dessus. Et avant de commencer aussi, je précise, le nom c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais pour faciliter tout ça, probablement que je dirais souvent l'HBP, parce que c'est plus rapide, c'est plus facile, c'est plus efficace, il y a moins de chances que j'articule mal, donc HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Donc l'HBP c'est quoi? En fait l'HBP c'est juste la prostate qui augmente en taille. En fait, au-delà de la glande elle-même qui grossit, c'est aussi toutes les couches autour, musculaires et fibreuses, qui vont prendre du volume. Et vu que cette prostate va grossir, elle va pouvoir comprimer l'urètre à la sortie de la vessie, ce qui va donner des symptômes urinaires. En fait, c'est comme si vous aviez une cuve qui est remplie d'eau, avec un tuyau d'arrosage blanc branché à la cuve. La cuve, c'est la vessie, et le tuyau, c'est l'urètre. Et si vous mettez un rocher sur le tuyau, parfois, le rocher, il va venir gêner l'évacuation d'eau. Parfois, il sera juste posé sur le tuyau, mais ça ne gênera pas. En fait, ça dépend de comment il est posé. En fait, dans l'HBP, c'est pareil. Quelle que soit la taille de la prostate, qu'elle soit grosse ou petite, parfois elle va être symptomatique, des fois elle va pas l'être. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre la taille de la prostate et les symptômes urinaires, mais il peut y en avoir. Et donc dans l'HBP, on a trois types de troubles. On a les troubles de la phase de remplissage, les troubles de la phase mictionnelle et les troubles de la phase post-mictionnelle. En phase de remplissage, la prostate, elle va créer une résistance à la sortie de l'urine. La vessie, elle va donc s'adapter pour lutter et du coup, elle va avoir une hyperactivité vésicale. En réalité, on est sur une hyperactivité détrusorienne. En fait, le détrusor, c'est le muscle de la vessie. Comme il y a un obstacle à la sortie de la vessie, le muscle va grossir pour compenser la résistance. Du coup, en termes de vraiment symptômes, on va avoir une urgenturie, une polachyurie et une nicturie. La polachyurie, c'est le fait d'avoir souvent besoin de vider sa vessie, mais à chaque fois, c'est des petites quantités. Globalement, l'hyperactivité détrusorienne, elle va augmenter les contractions vésicales mais de manière incontrôlée. Ce qui fait que ça donne plus souvent envie d'aller uriner et parfois de manière urgente et la nuit aussi. Donc les trois symptômes, urgenturie, polachyurie et nicturie. Ensuite en phase mictionnelle, on va avoir un retard à l'initiation de la miction, une dysurie, un jet faible, une interruption de la miction ou une miction par poussée abdominale. Donc si on reprend notre histoire de rocher, il y a un blocage à la sortie de l'eau de notre cuve. Donc il faut réussir à avoir assez de pression pour que ça puisse sortir. D'où le retard à l'initiation de la fiction, le temps d'avoir la bonne pression et parfois la dysurie. Cette pression, elle peut ensuite redevenir insuffisante pour faire sortir le liquide, ce qui va donner l'interruption de miction. Et cette résistance aussi, ça va réduire le passage de l'urine, donc ça nous donne un jet faible. Et donc pour aider à avoir plus de pression, on peut s'aider par une poussée abdominale. Et enfin, en phase post-mictionnelle, on contrôle pas très bien la miction, donc on a des coups de retardataire, et vu qu'on vide pas entièrement la vessie à cause de l'obstacle, ça donne une sensation de vidange incomplète. Mais après, tous ces symptômes, ils sont pas spécifiques de l'HBP, c'est des symptômes très généraux, il faut quand même pouvoir écarter tous les diagnostics différentiels. Pour les symptômes de la phase de remplissage, il faut écarter tout ce qui peut donner une hyperactivité vésicale, c'est-à-dire une tumeur de la vessie, une vessie neurologique, une infection urinaire ou un calcul vésical. Et pour les autres phases, il faut écarter toutes les causes d'obstruction sous-vésicale, une sténose de l'urètre, une hypertonie du col vésical, mais on veut aussi écarter une hypotonie détrusorienne, qui peut être une cause qui peut donner les symptômes mictionnels.
Au final, pour faire le diagnostic, on va se baser sur la clinique, mais on peut aussi se servir d'un auto-questionnaire. Souvent, on va utiliser le questionnaire IPSS. Donc l'IPSS, ça permet surtout de chercher les TUBA, les troubles urinaires du bas appareil, mais ça peut être aussi utilisé dans le cas de l'HBP. Mais jusque-là, les symptômes, du coup, ils sont classiques, comme on l'a déjà dit. Mais quand la maladie va évoluer, la prostate va augmenter en taille et ça peut augmenter la sévérité des symptômes urinaires et amener des complications. Donc encore une fois, si le rocher posé sur notre tuyau augmente en poids et en taille, il y a des chances que ça bloque encore plus le passage de l'eau. C'est pas systématique, mais c'est possible. Sur le court terme, au niveau aigu, ça peut donner une rétention urinaire aiguë, ça passe plus. Ça peut donner une hématurie macroscopique et une infection. L'eau, elle va stagner dans la cuve, donc les bactéries se développent. Et ensuite, ça peut aussi remonter plus haut et donner une insuffisance rénale aiguë obstructive. Si on regarde sur le plus long terme, au niveau chronique, on peut avoir une rétention urinaire chronique, une vessie de lutte, une lithiase vésicale de stase, une insuffisance rénale chronique obstructive ou une hernie de laine. En fait, la vessie de lutte, c'est le détruseur qui va s'épaissir pour lutter contre la résistance, mais à force de s'épaissir, il peut fatiguer et devenir inefficace. Et la hernie de laine, elle est causée par les efforts de poussée abdominale lors de la miction, sur le long terme. Et pour chercher tout ça dans l'examen physique, on fait l'examen de tout le bas appareil, mais on fait aussi un toucher rectal pour chercher l'hypertrophie de la prostate. Faut quand même pas oublier que quand on fait un toucher rectal, on touche que la partie postérieure de la prostate, on la touche pas en entier. Faut quand même penser à ça. Et aussi, on peut proposer un calendrier mictionnel pour évaluer la diurèse, le volume mictionnel et la fréquence mictionnelle. Donc en gros, le patient il urine dans un tube doseur, il note à chaque fois qu'il y va et il note le volume aussi. Maintenant, on passe aux examens complémentaires. Les examens de référence, c'est l'ECBU et la bandelette urinaire à défaut, dans l'objectif de chercher une infection urinaire. Ensuite, on peut faire une échographie et on peut mesurer le résidu postmictionnel. L'urologue aussi peut faire une débimétrie. Souvent, c'est l'urologue qui aura l'appareil, le débimètre. Et au niveau dosage, on peut doser le PSA sérique. Le PSA, c'est un indicateur qui nous permet d'évaluer la probabilité d'un cancer de la prostate. Et la créatininémie pour rechercher une atteinte rénale. Et ensuite, niveau traitement, déjà, la première chose, c'est informer le patient que c'est bénin et qu'il y a un faible risque évolutif. Mais on va aussi donner des conseils hygiéno-diététiques. Notamment, on va proposer une baisse des apports hydriques après 18 heures, une baisse de la caféine et de l'alcool, pour baisse des apports hydriques notamment pour réduire les risques de nicturie. Et ensuite, en médicaments, on les met que si c'est nécessaire, parce qu'on va pas donner des médicaments à un patient qui tolère bien son HBP, parce que voilà, c'est toujours dangereux, interactions médicamenteuses, etc. Donc là, je vais vous lister très rapidement les 5 classes médicamenteuses qu'on peut utiliser. Déjà, il y a les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants, ils permettent de relaxer les muscles de la prostate et du col vésical, mais ça peut amener une hypotension orthostatique chez les bêta-bloquants de première génération et une dysfonction éjaculatoire pour les alpha-bloquants de la nouvelle génération. Ensuite, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase vont diminuer la taille de la prostate en bloquant la 5-alpha-réductase. Le but de la 5-alpha-réductase, c'est de transformer la testostérone en dihydrotestostérone. Mais donc, l'effet de ces inhibiteurs va mettre plusieurs mois à arriver et ça va souvent donner des troubles sexuels. Donc c'est c'est un médicament qui est long à mettre en place et donne beaucoup de troubles assez désagréables pour le patient. Ensuite, les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Ils vont augmenter la GMP cyclique intracellulaire pour réduire le tonus des muscles lisses, mais c'est contre-indiqué en cas de cardiopathie sévère ou en association avec un dérivé nitré. Les anticholinergiques, eux, ils permettent d'inhiber la contraction du détrusor, mais ça amène tous les effets indésirables des anticholinergiques, comme la sécheresse buccale et oculaire. Et enfin, on va parler de la phytothérapie. C'est pas une thérapie, c'est pas un médicament qui est très prouvé, mais ça induit peu d'effets secondaires, notamment peu d'effets au niveau sexuel. Donc, c'est une bonne indication quand le patient a des symptômes qui sont pas très sévères.
Et enfin, il reste tous les traitements chirurgicaux pour les HBP compliqués ou les HBP avec des symptômes urinaires sévères et résistants aux traitements médicamenteux. Donc dans les traitements chirurgicaux, juste pour les citer, on a la résection transurétrale prostatique. C'est l'opération la plus réalisée. En gros, on va gratter la prostate. On a l'incision cervico-prostatique et la chirurgie à ciel ouvert. Et puis au fil du temps, il y a de plus en plus de chirurgie avec des lasers, mais bon, je vais pas tout détailler ici. Là déjà, on a déjà vu un très bon aspect général de l'HBP. On a vu les symptômes, les complications, l'évolution de la maladie, le diagnostic et les traitements. Donc ça me semble quand même pas mal pour cet item sur l'HBP. Donc on va s'arrêter là sur cet item. Comme je vous disais, c'est vraiment une grosse fiche de révision. Donc j'espère que c'est un format qui vous plaît quand même. En tout cas, c'est ce que je vais vous proposer. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours et je vous souhaite de bonnes révisions.